Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, bonsoir. Je ne sais comment vous remercier de m'offrir le prétexte de lire pour mon plus grand plaisir, et j'espère pour le vôtre, ce livre magnifique de Malek Haddad, La dernière impression, dans l'édition de Bouchen. Nous avons suivi le personnage principal, Saïd l'ingénieur, qui doit aider à faire sauter le pont, car nous sommes en novembre 1954. Nous sommes en plein hiver 54. Il neige sur Constantine, et Saïd se prépare à quitter Lucia, qui s'en va le lendemain rejoindre son pays. Car elle aime Saïd, mais n'aime pas son pays, l'Algérie. « Demain, dit Lucia, je ne veux pas que tu m'accompagnes à la gare. » Elle était assise à même le plancher, tout près de la cheminée. Saïd s'allongea de tout son long, sa tête posée sur les jambes de Lucia. Il ne voyait que le dessous de son menton, une petite falaise triangulaire sur laquelle dansaient les ombres des flammes et des chimères. Un siècle passa. La petite poitrine battait tout doucement. Le feu faisait des vers. Le pouls de Saïd les scandait. Un flocon de neige, 2 flocons de neige, et des milliards d'amour. Tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Un amour, 2 amours, 3 amours. Un seul amour. Défense de fumée, attachez vos ceintures. C'est loin, Clermont-Ferrand ? Ce n'était ni une question ni une réponse. Mais la voix était pâle. Le feu gazouillait. Un amour tous les jours. Un flocon. 2 flocons. Les yeux de Lucia étaient couleur de tristesse. Les yeux de Saïd promenaient les braises de la cheminée. Les yeux de Lucia en haut, les yeux de Saïd en bas. Car le rêve est en haut pour les yeux de Saïd, car le ciel est en bas pour les gens de sa race. Les yeux de Lucia, les yeux de Saïd, et l'amour se renvoie d'un infini à l'autre. La petite falaise triangulaire tremblait imperceptiblement. C'est loin, Clermont-Ferrand ? Ailleurs, c'est toujours loin, mon amour. C'est toujours trop loin. Où es-tu ? Que fais-tu ? Ta poitrine appelle doucement. Que feras-tu ? La ville est noire. Derrière la préfecture, iras-tu voir le marché ? Là-bas, les rues se bousculent comme à Constantine. Tout est vieux et tout vit. Ailleurs, c'est toujours loin, mon amour. C'est toujours trop loin. Mon amour, où es-tu ? Que fais-tu ?
Ta poitrine appelle doucement. Que feras-tu dans ce marché d'Auvergne? Et la main de Saïd parle à la main de Lucia. Et la main de Lucia parle à la main de Saïd. Et la bouche de Saïd atteint la petite falaise triangulaire. Et la bouche de Lucia embrasse la bouche de Saïd. Et le ciel est en bas, et le ciel est en haut. Sur tous les marchés du monde, on vend des fleurs et des oiseaux. Et Lucia était très jolie dans sa robe de tweed. Un siècle passa. La coupe de céramique en forme d'hirondelle, qui était posée sur un frêle guéridon près de la cheminée, fut renversée par les baisers. Il y avait 2 mandarines sur le parquet. Il y avait 4 chansons. Sur tous les marchés du monde, il y a des fleurs, des fruits et des oiseaux. Les journaux avaient dit « Les terroristes réussirent à s'enfuir, laissant 2 morts sur le pavé. Du côté des forces de l'ordre, on ne déplore aucune perte. Malheureusement, au cours de la fusillade, une balle perdue atteignit une jeune femme qu'on transporta dans un état très grave dans une clinique de la ville où une délicate opération fut immédiatement tentée. La victime était à la veille de son départ pour la métropole. » Les journaux avaient dit « Si elle n'avait dormi, Lucia aurait pu voir par les larges carreaux des fenêtres, en bas, tout en bas, sous l'arche principale du grand pont de pierre, la mosquée de Sidi Rachid, pointée vers un ciel débraillé, son minaret pareil à une petite tête de linotte. La pièce était chaude, trop chaude, et un silence épais entourait la clinique. Des hauteurs du Djbel Wahsh, couvertes de neige grise, la brume descendait déjà à l'assaut de la ville. Depuis le matin, le vent soufflait. Sa qualité de médecin avait permis à Robert de se rendre au chevet de Lucia sitôt l'opération terminée. L'avant-veille, après avoir quitté Saïd, Lucia était allée dans une brasserie de la ville, qu'avec Robert ils avaient choisi pour se dire au revoir. Vers 18h30, ils s'étaient séparés. Un Robert bouleversé, une Lucia heureuse, une Lucia contente comme la neige, et qui serrait dans une poche de son manteau une petite mandarine porte-bonheur. Robert n'avait pas fait 500 mètres que sur la neige sale, Lucia s'effondrait et que roulait sur le trottoir la petite mandarine. Les fruits aussi ont de la mémoire. « Appelez-moi Saïd. Il faut m'appeler Saïd. Pourquoi n'appelez-vous pas Saïd ?» C'étaient les seuls mots que chirurgiens et infirmières pouvaient écouter chaque fois que Lucia sortait de son assoupissement. Et Robert mesurait les dimensions d'un amour qui ne lui était pas dédié. Il était là, sincère, lourd de malheur, impuissant et inutile. Mais l'instant était trop grave pour qu'il puisse songer à lui-même. Sur la pointe des pieds, il quitta la chambre et descendit au premier étage pour s'entretenir avec le chirurgien qui avait opéré Lucia. Le praticien fut bref et catégorique. Elle ne s'en tirera pas. Robert s'en doutait.
mais un espoir, un souhait. Non, rien de scientifique. À brûle-pourpoint, le chirurgien demanda « Qui est ce Saïd qu'elle réclame sans arrêt ?» La réponse mit des siècles à s'élaborer et à parvenir. « Un ami commun qu'elle aimait beaucoup. » Robert remarqua aussitôt cet imparfait qu'il avait employé. Lucia était-elle déjà une vie révolue? Il demanda au chirurgien s'il était possible que Saïd vienne lui rendre visite. Pourquoi pas? Maintenant? Le geste du chirurgien était large. Cette générosité, cette tolérance, cette indulgence n'augurent jamais rien de bon. Robert chercha Saïd. Le vent qui vous rend sourd. Mais tout le vent disait « Tu vas mourir, petite histoire. Tu vas mourir dans la neige salie. Et demain la neige sera blanche. Et demain la colombe deviendra oiseau. Demain les mandarines chanteront sur les vergers heureux. Demain, petite histoire, les chansons valseront. La ville au cœur de pierre aura ses amoureux. Demain, petite histoire, petit non-sens, insolite présence d'une rose noire sur la neige blanche. Demain, demain, disait le vent qui ne croit pas à Dieu. Et les passants qui passent, et l'après-midi qui passe, et les nuages qui passent, et les maisons qui regardent passer les passants, et les yeux éteints du mendiant sur le pont d'Alcantara, et les autos qui s'en vont n'importe où, et l'univers, petit caillou, jeté dans l'impeccable cimetière de sa mécanique, et tout ce qui vit extérieurement, qui vit grosso modo, qui vit qu'à un cas du vent, rien que du vent, l'univers qui s'en fout. Robert sonna chez Saïd. Personne. Au bas de l'immeuble, toujours le vent. Et tout le vent disait « Tu vas mourir, petite histoire. Tu vas mourir sans romarin. Tu vas mourir. » Robert pensa que Saïd pouvait être chez ses parents. Il sauta dans un taxi qui démarra très vite. Les roues parlaient comme le vent. C'était une course contre le vent. Il n'y a pas de couvre-feu pour les chimères. Il n'y a pas de sauf-conduit pour ce voyage. La petite histoire est partie, s'en est allée dans le pays des neiges et des oliviers. Saïd ne comprend pas la mort. Il regarde Lucia. Je n'ai pas envie de pleurer. Je ne suis pas malheureux, puisque je suis étonné. C'est sans doute une farce. Ta main ressemble à ta main. Ta bouche est calme. On dirait qu'elle m'écoute. C'est sans doute une farce. Robert se tient près de la porte, Saïd au pied du lit. Un naïf et sublime garde à vous. La mort est douce comme une mandarine. J'étais la fleur, le fruit,
je devenais légende. Lucia est morte, Saïd. Tu entends? Lucia est morte. Mais Saïd n'entend pas. Mais Saïd n'écoute pas. Lucia est morte avec ses mains qui peignaient tes cheveux. Elle est morte avec ses mains qui dessinaient le jour. Saïd est amoureux. Donc, il est sceptique. Mais je suis le bon Dieu. Mon pauvre petit, tu n'es pas le bon Dieu. J'ai donc perdu la clé du petit train mécanique? Ai-je oublié de remplir mon stylo? Ai-je perdu ma boîte d'allumettes? Tu n'es pas le bon Dieu. Remonte le ressort du petit train mécanique. Le train partira sans Lucia. Remplis ton stylo. Il écrira « Ici, repose ». Retrouve une allumette. La lumière sera orpheline et des feux follets danseront dans ta mémoire. Pourtant, en t'embrassant, en te mordant la main, en te disant « Fais vite, il se fait tard ». Pourtant, aucun pourtant, Lucia est morte. L'histoire a ses erreurs. Lucia, petit refrain, le vent le savait bien. Vivre quand même, se mettre au coin du feu quand le bois est absent, et puis se taire. On ne meurt pas d'un chagrin d'amour, on le fait vivre. Lucia est morte, mais 2 et 2 font toujours 4. Ce matin-là, vers 10 heures, Saïd se rendait chez ses parents. Dans l'avenue Forcioli, un hammel portait péniblement un sac de blé retenu à son front par 2 cordes qui sciaient son chèche usé. Le sac était plus gros que le hammel. De temps à autre, l'homme poussait un cri qui n'avait plus rien d'humain. Était-ce pour retrouver sa respiration? Était-ce une colère? C'était tout à la fois un râle et un rugissement. Ce cri surnaturel semblait une malédiction. Au tribunal, sans entrailles, d'une claire matinée, le maudit portait plainte. Derrière lui venait un mozabite, gras à souhait, le regard lointain, les joues satisfaites et pendantes d'un bouledogue repu, et les lèvres agitées par un tic ou par une prière. À un certain moment, l'homme vacilla. Saïd s'attendit à le voir s'écrouler au milieu de la chaussée. Il n'en fut rien. Le maudit retrouva son équilibre, lentement se retourna pour apprécier le chemin parcouru, et poussant son cri surnaturel, il continua. Le malheur était sur son dos. Épouvantable paradoxe, infernale alchimie des mots, le blé avait poids de destin. Le blé, magie de la nature et triomphe des hommes. Le blé, creusait ce front et ce ventre de damné. Et le malheur sur son dos, le damné marchait comme une bête, comme un malheur qu'il devenait. Il marchait pour un peu de blé, un tout petit peu de blé. Saïd pensa qu'il ressemblait à ce hammel. La côte était la même, et pourtant. Un demi-quintal de blé,
Pèse-t-il autant qu'une tonne de chagrin? Lucia, un sac de blé? Marcher, toujours marcher, marcher quand même, et porter son sac de blé, son sac maudit de blé, son sac de blé béni, de blé qui fait pousser ces cris surnaturels des hammels, ce blé vautour, ce blé cancer. Il était de musique au temps des mois de mai. Saïd avait marché dans les blés qui dessinent des valses, quand le vent se souvient des flûtes musiciennes. Ces blés qui font des révérences gracieuses et souples, et qui renaissent comme de légères vagues. Les blés qui font pousser des cris surnaturels. Pourtant la matinée était claire, mais en réalité, il n'y avait plus de blé comme il n'y avait plus de Lucia. Le hammel arrivera au sommet de la côte. Demain, une autre côte l'attendra, un autre sac de blé, ou n'importe quel sac écrasant de malheur. Et demain encore, il atteindra le sommet de la côte. Et demain, et tous les autres demain, il poussera à nouveau ses cris surnaturels. Et demain, et tous les autres jours, ses cris se noieront dans le ciel. Ainsi, dans l'extrême sud saharien, on peut voir encore souffrir les caravanes. On peut voir les gestes mécaniques des chameaux pliant sous leur charge. On peut voir leur démarche régulière, lente, éternelle. Comme un ressort mystérieux, leur résistance est remontée à l'extrême. Parfois épuisé, vaincu, l'un d'eux s'affaisse. Les Touaregs alors le soulagent de son fardeau qu'il partage entre les survivants. Et le vaincu promène une dernière fois ses yeux de désespérance tranquille sur l'infernal infini des sables et des cailloux noirs. Ses yeux ne disent pas la souffrance, ne se plaignent pas, ne reprochent rien. On peut y lire le poignant étonnement des destins traditionnellement acceptés, définitivement consentis. Le chamelier, mesurant sa perte, passe une dernière fois sa main sur les flancs essoufflés et maigres de la bête, puis, tout aussitôt, rejoint sa place dans la caravane, sans même se retourner, sans jeter un dernier regard à son compagnon des randonnées d'Apocalypse. Et, un à un, les chameaux défilent, indifférents, imperturbables devant leurs frères. Saura-t-on jamais les questions que se pose un chameau à l'instant de mourir? Le Sahara n'est pas bavard, et depuis toujours, les porteurs, qu'ils soient hammel ou dromadaires, ont choisi la sagesse fataliste du silence. On raconte qu'à l'instant même d'abdiquer, le vaisseau du désert pousse un dernier cri. Est-ce le cri tragique du navire naufragé, faisant une dernière fois parler les sirènes? Est-ce un appel quand même à Dieu et aux hommes? Et ce hammel qui gravit l'avenue Forcioli,
et qui pousse de loin en loin des cris surnaturels, n'est-il pas ce maudit qui meurt à chaque instant dans l'immense Sahara qu'il porte sur son dos? Et demain, ou après, la caravane verra les palmeraies. Les chameaux boiront dans les gueltas ou dans le grand fleuve. On les laissera se reposer tout le temps des amours et des pâturages. Puis sur le chemin du retour, 4 ou 5 mois après, la caravane reprendra la piste, repassera là où elle était passée, sans qu'aucune pudeur ne la fasse dévier d'1 degré, afin d'éviter les débris d'un des siens, rongés par le vent et les fauves. Et demain, ou après, un autre chameau, une autre caravane. Ce qui distinguait Saïd de son beau-frère, ce n'était pas l'habitude du bonheur. Pour Chérif, le bonheur consistait dans ce que l'on a perdu. La paix, le voyage en France tous les 2 ans, les prises de position qui n'engagent à rien, et les verbiages doucereux à la sauce humaniste. Le tiers-état de 1789 avait un descendant direct chez ce berbère bachelier du type premier collège. Car il a surgi en moins d'1 génération en Algérie une espèce humaine inconnue partout ailleurs, les premiers collèges. Dans ce rafiot de malheur, ballotté par les tempêtes de l'histoire, il existe les premières et les 2e classes. Chérif était gentil, comme le discours du 14 juillet d'un républicain d'avant-guerre. Il ne doutait pas un seul instant que tous les hommes sont frères, que si tous les gars du monde voulaient se donner la main, etc., etc. Quand il parlait, c'était avec conviction. Mais bientôt, il était le seul à partager cette conviction. On ne répétera jamais assez cette chose évidente et effrayante que c'est avec des mots qu'on fait des phrases, de belles phrases tirées à 4 épingles, des phrases amidonnées, des phrases aux souliers cirés, des phrases qui se mettent du rouge à lèvres, des phrases à vous donner la chair de poule, des phrases à vous imposer le garde à vous, des phrases avec des bravos, avec des patatis, avec des patatas. D'abord, ces phrases sont des torrents. Elles sont lyriques, échevelées, elles écument, elles se bousculent. L'écho répercute la colère et l'honneur. Le torrent liberté promène les cailloux qui l'animent dans le bruit glorieux des pavés qu'on entasse pour la dernière barricade. Le torrent généreux fait maintenant tourner la roue du moulin. Et puis ceci, et puis cela, et puis ceci, et puis cela. Et que voulez-vous qu'un moulin raconte qui ne soit chose déjà dite? Mais le torrent repart avec moins de fougue. Le meunier vend bien son pain. De temps à autre, le torrent se souvient qu'il venait des montagnes. Là, la chute l'a fatigué. Une fois l'an, lorsque les neiges pleurent, il retrouve sa virilité, persuadé, le bel insolent, que la neige lui dédie ses larmes. Mais bien vite il oublie qu'il venait des montagnes. Maintenant il s'amuse à distraire un pêcheur en week-end. Il se parlementarise dans la plaine et trahit ses trésors
puisqu'il donne la truite aux pêcheurs du dimanche. On ne peut déjà plus rien lui confier, et déjà on peut le passer ragué. Puis un jour, il s'élargit, il s'étale, il se réfugie dans l'abstraction et se noie dans le ruisseau gentil des idées générales. C'est l'heure du pouce-café, il fait pipi. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. La mère de Saïd n'osa pas prendre part à la discussion. Elle aimait bien son gendre, mais, le sachant susceptible, elle se garda d'approuver Saïd qui venait d'affirmer « Tu te trompes, ça ne finira pas de sitôt. » Chérif demeurait sceptique. C'est peut-être dans un scepticisme de cette sorte qu'on peut comprendre ce qu'il y a de plus remarquable dans ce tremblement de la terre et des hommes qui commença un jour de novembre 1954. Nier l'évidence, cela revient à prolonger son rêve, à vouloir conserver à tout prix sa béatitude. Chaque clarté a ses ombres. Chérif était une ombre. Mais il s'était installé dans le confort dégradant de l'habitude. Il s'était habitué aux 3 départements français. Il n'avait jamais souffert. L'histoire l'inquiétait, le contrariait, comme une aventure. Il y a toujours eu des mots qu'on ose dire, qu'on ose écrire. Une pudeur nous retient. Un scrupule ferme notre bouche et arrête notre main. Le mot traître, par exemple. Où commence et où finit la trahison? Dans la solidarité qu'on refuse à son peuple en guerre, dans la collaboration qu'on offre à l'adversaire, ou bien la trahison n'est-elle pas plus maligne? Ne se glisse-t-elle pas plus insidieusement dans notre esprit? Est-elle un manque de cœur, un sabotage conscient et prémédité, ou bien le doute, ce doute méchant, malingre, tenace, incassable, comme une tache de rouille, comme un refus? Trahir, c'est douter de la vérité des autres. Saïd insista. Bien sûr, tu ne t'attendais pas à ça. Tu ne t'attendais pas à ce qu'on remette un jour en discussion la toute-puissance des bons dieux. Sa voix ne reflétait ni l'enthousiasme, ni l'amertume, ni l'approbation, ni le désaveu. Il constatait, tout simplement. Une phrase voltigeait dans son crâne comme un faisceau de lampe à la recherche de la chose à éclairer. L'histoire n'a pas de cœur. Il n'osa la dire tout haut, persuadé qu'elle ne serait pas comprise de Chérif, qui y verrait certainement une raison de plus de déplorer cette guerre. Sur les genoux de sa grand-mère, Zoulira sommeillait. Saïd regarda sa mère. Elle n'avait jamais été aussi belle. Ses yeux noirs et tendres poursuivaient un regard craintif et fragile, comme une fleur d'oranger. Ses joues vaguement creusées finissaient sur une bouche qui conservait éternellement un sourire, ce sourire imperceptible des timides et des gens de cœur.
Son front, petit et droit, était pur de toute ride. Des photos racontaient qu'elle fut jolie, gamine, très jolie. Mère et grand-mère, elle était belle. Belle de cette présence qui ne s'impose pas et qui, au contraire, se contient dans le silence et la contemplation. Les cheveux blancs qui avaient échappé au henna la rajeunissaient encore. Seules ses mains trahissaient son âge. Ce n'est pas l'avenir qu'on peut lire dans une main. D'ailleurs, nous parlons pour ne rien dire. Je donnerais beaucoup pour être à sa place, fit Saïd en désignant sa nièce, qui, tout en dormant, enroulait autour de son petit index d'ivoire les boucles de ses cheveux. Au dire de sa grand-mère, Bouzid faisait la même chose quand il était bébé. Cherif prit une mine consternée en entendant le nom de son beau-frère. Pauvre Bouzid. Un soupir capable d'émouvoir une loi cadre, en train de pacifier, sonna comme un grelot dans la poitrine de Cherif. « Pourquoi pauvre ?» releva Saïd à haute voix, ce qui réveilla la gamine. Zulika se mit à pleurer. Les bébés pleurent toujours quand on les réveille. C'est curieux. Et on a toujours l'impression de les avoir arrachés à quelques-uns de ces rêves qui mettent la paix sur leur front et un sourire sur leur bouche endormie. Vous savez, un de ces sourires qu'à coup sûr, il ne dédiait pas aux hommes. Cherif chercha ses mots. Ton frère était trop sincère. Il ne savait pas y faire. Il affichait trop ses opinions. Je lui avais souvent dit « Ça y est, le torrent devenait prophète, hein, il faisait repipi. » Saïd jugea qu'il valait mieux arrêter là la conversation. Pas sur la même longueur d'onde. Le torrent vendait les truites et les conseils à bon marché. Zulika avait oublié ses anges et buvait son lait. Elle racontait entre deux gorgées 1000 histoires compliquées, incohérentes, incompréhensibles, mais c'était de la musique. Fadela, la femme de Bouzid, qui s'était rendue chez les parents de Malika, arriva accompagnée de cette dernière. À la vue de Saïd, elle ne put s'empêcher de ressentir comme une sorte de joie douloureuse, tellement il ressemblait à son mari. Mais ses yeux de myope n'en firent rien voir. Saïd nota que sa belle-sœur ne se fardait plus. Quant à Malika, elle lui avait simplement demandé « Et toi, ça va ?» Avec des petits mots qu'on sentait trébuchants. Saïd n'osa la regarder en face. Il évitait de la regarder en face. Gêné, puisqu'elle lui avait avoué un jour « Je t'aime depuis que je suis toute petite. » Au milieu du jardin, l'abricotier n'avait pas résisté à la dernière gelée. Pauvre vieux. Il avait bien 30 ans, cet abricotier. Personne ne l'avait planté. Personne ne l'avait soigné. Il avait grandi au milieu des enfants qui lui volaient ses fruits encore verts et qui avaient courbé et usé ses branches en y fixant les cordes de balançoire de fortune. Étendu là, dans le désordre de sa chute, il semblait un pantin désarticulé. La tristesse de le voir mort
était compensé par le fait que pendant des années et des années, il avait masqué le paysage. Maintenant, de la terrasse et des fenêtres du premier, on découvrait toute la ville jusqu'aux chaînes de collines qui, à l'ouest, laissent glisser la route vers Sétif. Saïd avait enfilé un vieux pantalon et un vieux blouson, et mu par cette ardeur des gens qui ne sont pas du métier, il sciait. La dépense physique occupait son esprit. Il ne pensait qu'à scier. Vers le fond du jardin, dans le poulailler que Bouzid avait construit, la basse-cour, énervée par le bruit de la scie, se répandait en bavardage de marché méditerranéen. Dans les allées, la neige qu'on avait entassée n'avait pas encore disparu. L'air était sec et vivifiant. Dans le ciel, des avions à réaction sifflaient. Saïd fut rejoint par Cherif. Il sentit que son beau-frère avait à lui parler et attendit tout en continuant à scier. Comme Penaud, Cherif était planté dans le jardin, pris de cette soudaine timidité qu'ont parfois les aînés à s'ouvrir à plus jeunes qu'eux. « Je voudrais te dire... » La voix était grave. Saïd n'aimait pas ce qui était grave, ce qui était solennel. Question de pudeur, peut-être. Paradoxalement, on supporte plus aisément les confidences d'un étranger. Il proposa « Allons dans la nouvelle bianderie ». Ce qu'on appelait la nouvelle bianderie n'était pas un endroit de lessive. C'était une sorte de maisonnette que les enfants avaient toujours nommée ainsi. On y remisait le bois et 1000 objets inutiles et rouillés qu'on gardait néanmoins. Vieux cadre de vélo, une roue de brouette, outils détériorés, voitures d'enfants déglinguées, canots éventrés, etc. La mère de Saïd aimait tout conserver. Non qu'elle songeât le moins du monde à la valeur utile ou matérielle de ce bric-à-brac, mais justement, parce que ce cadre de vélo avait appartenu à la première bicyclette de Bouzid, parce que justement ce vieux canon appartint à Leïla. Quand gamine, elle voulait, comme sa mère, faire de la galette, parce que justement cette roue de brouette avait amusé Saïd, parce que justement il est dans chaque maison qui a pleuré et souri un endroit baroque et fabuleux, inutile et sacré, un endroit qui ressemble à un musée plein de bonhomie et que garde jalousement la mémoire et les toiles d'araignée. Je venais ici fumer mes premières cigarettes en cachette de mon père. Cherif ne répondit pas. Visiblement, il pensait à toute autre chose qu'à ses premières cigarettes. Saïd s'assit sur une malle centenaire. Quant à son beau-frère, il préféra s'adosser au mur, au-dessous d'une étagère, sur laquelle s'alignaient de vieux bouquins mangés par les souris, et un casque militaire italien que Bouzid avait ramené de la campagne de Tunisie. Dans ce musée de la famille Ibn Hassan, parmi les jeux d'enfants et les débris d'une adolescence, au milieu de la poussière et des souvenirs confiés aux archives du temps, Cherif raconta une longue histoire. Ta sœur ne me parle plus.
Dans cette histoire, il était question d'un départ pour la France, d'un refus de partir de la part de Leïla, de la situation devenue intenable. Saïd se garda bien de questionner ou d'interrompre. « Elle ne veut pas me suivre. Nous n'avons plus rien à faire ici. Je lui ai expliqué que j'avais assez de points au barème pour obtenir mon changement. Là-bas au moins on pourrait avoir la paix. » Là-bas, c'était la France. Ici, c'était ailleurs. Saïd écoutait presque, à peu près, à peine. Et sur un fond de lamentation, « Ce n'est plus une vie !» Il répéta, « Ce n'est pas une vie et d'autre part, j'aime ta sœur. » Saïd ne répondait toujours rien. Il regardait les vieux objets qui avaient amusé son enfance, la roue de la brouette, le cadre du vélo, le casque militaire. « J'ai honte de te le dire, mais j'aime ta sœur. » Et toujours le leitmotiv. « Non, ce n'est plus une vie. » Bien sûr. Saïd souriait. Pour lui, pour le vieux Kanoun, pour la roue de la brouette, pour toutes ces choses qu'il avait en commun avec ses sœurs et avec Bouzid. Tous ces objets qui pour Cherif n'étaient qu'ordures et vieilleries. Saïd était content pour sa sœur refusant de partir. Il y aura toujours dans tout départ quelque chose qui ressemble à une fuite, qui ressemble à une désertion. Et Leïla, refusant de partir, manifestait son attachement en quelque sorte charnel à cette vieille roue de brouette, à ce vieux Kanoun, à ces vieux bouquins. Elle restait fidèle aux heures claires semées de rires et d'abeilles. Elle restait fidèle à ce jour timide de novembre qui se leva un beau matin sur le pays algérien. Elle était fidèle à ces araignées, sentinelles d'amour et de silence. Saïd se sentait envahi par une immense gratitude, une étrange fierté. Il n'y a que les rats pour quitter le navire, mais sur la caravelle enluminée d'aurore, les nuages n'ont jamais chassé les jeunes équipages. Et que répondre à un chef? Que lui dire qui soit compris? L'unisson n'y est pas. Pour lui, ce ne serait que des mots. Tout ne serait que des mots. Lui dire « Mais ta femme a raison ». Lui dire « Mais c'est bête de mourir si loin de son tombeau ». Lui dire « Mon pauvre vieux, tu es comme cet abricotier qu'on aperçoit de la petite lucarne de la buanderie. Tu es mort. Mais alors que l'arbre est devenu du bois à la fin de l'hiver, toi, c'est à l'orée du printemps que tu te condamnes irrémédiablement à l'automne, à perpétuité. L'abricotier a donné ses fruits. Il a fait se balancer les enfants. Il a entendu les rires et les chansons. Et maintenant, il donnera son bois. La cheminée parlera. L'hiver prochain, les flammes du souvenir sortiront de sa sève séchée. En quelque sorte, l'abricotier a rempli sa mission. Mais toi, Cherif, mon pauvre vieux Cherif, mon pauvre vieux, à quoi auras-tu bien servi? Si devant les premières bourrasques te voilà t'envolant comme une feuille morte dont tu n'as ni la mélancolie fragile, ni l'espoir qu'elle continuera à fermenter. Tu vas partir dans les pays
où les gens au creux du lit font des rêves. Oui, l'automne à perpétuité. Ce vieux cadre de bicyclette, cette roue de la brouette, ces araignées qui tissent le souvenir, cette jarre qui contient de l'huile, et ce bric-à-brac du cœur et de l'esprit. Tous ces trésors pour les gosses et pour les hommes ne te parlent pas. Et que pouvait dire Saïd à son beau-frère, puisque Sherif ne comprenait pas la langue des abricotiers, des araignées et des vieux cadres de bicyclette. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Chères amies auditrices, chers amis auditeurs, je vous souhaite bonne nuit et j'espère vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure, à minuit, dans la nuit de dimanche. Bonne nuit et bon week-end. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani.